Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous voilà donc rendus au démarrage de nos activités d'enseignement et ou d'apprentissage selon aussi effectivement si vous êtes la personne qui est apprenante ou si vous êtes la personne qui effectivement donne ces enseignements. Donc, comme je l'ai spécifié dans la dernière vidéo, ces enseignements vont porter sur évidemment les disciplines de l'économie, de la finance, de la science politique. Et comme je suis à la base économiste, nous allons commencer au départ avec effectivement les cours d'économie. Et dans le cas de l'espèce, nous allons démarrer avec le cours d'introduction à l'économie globale ou d'initiation à l'économie globale selon effectivement l'ancienne appellation. Et dans ce cas précis d'introduction à l'économie globale, nous allons démarrer avec effectivement le premier chapitre qui consiste effectivement à définir l'économie, à présenter l'économie dans ce qu'il y a de son problème fondamental de la rareté, dans sa définition comme science humaine, effectivement étudiant l'allocation des ressources, dans effectivement le coût d'option auquel ça renvoie à cause de la situation de rareté des ressources face à des besoins illimités, il y a un coût d'option qui est omniprésent, que tout agent économique va subir. Et donc, ce coût d'option, il faut effectivement chercher toujours à le minimiser par rapport effectivement à un acte à poser dans le cadre effectivement d'une analyse coût-avantage. Et puis on finira effectivement avec les deux grands champs de l'économie, à savoir la microéconomie et la macroéconomie. Donc, pour pouvoir définir l'économie, il faut d'abord partir du problème fondamental de l'économie. Et là, c'est simple. Le problème fondamental de l'économie, c'est celui de la rareté. Plus précisément, de la rareté des ressources face à des besoins qui, eux, sont illimités. Les ressources sont rares, les ressources sont limitées et les besoins, eux, sont illimités. Je vais partager l'écran pour pouvoir expliciter les concepts de ressources, les concepts de recettes. Donc, l'écran blanc, il va y aller. Euh, euh, Bien, je signale que j'utilise effectivement la technologie Wacom et comme c'est pas aussi convivial que ça, donc les écrits sur le tableau blanc ne seront pas aussi parfaits que ça. Donc, vous avez d'un bord les ressources qui sont limitées et de l'autre bord, vous avez les besoins qui, eux, sont illimités. Ce sont les besoins qu'éprouvent les agents économiques. Eux, ils sont illimités. Donc, le problème de l'économique, c'est vraiment, ou de l'économie, c'est vraiment ce problème d'inadéquation des deux qu'il va ou qu'elle va essayer de régler. Au niveau des ressources, vous avez par exemple le capital. Le capital, c'est l'une des premières ressources qu'on étudie. Ce capital-là, on le symbolise par K, selon. Moi, je suis habitué à l'utiliser par, à le représenter par la lettre K. Ça peut renvoyer à du capital financier comme à du capital physique. Mais ici, on va beaucoup plus faire allusion au capital physique, tout ce qui renvoie aux machines, aux outillages, aux camions pour transporter effectivement les marchandises. La deuxième ressource importante et qui effectivement subit le problème de la limitation, c'est effectivement le travail. Le travail en économique, on va le représenter par grand L, labor, parce qu'évidemment, c'est les anglophones qui pas mal dominent en économie. Donc, labor symbolise le travail. Vous avez euh, le troisième facteur
que moi j'appelle la terre, mais on peut aussi l'appeler les ressources naturelles. La terre au sens large du terme, au sens des animaux sur terre, des oiseaux dans les airs, des poissons, ainsi que les ressources naturelles, les arbres, le pétrole, le manganèse, c'est tout ça qu'on appelle la terre, qu'on symbolise par grand T. Vous avez un autre facteur de production. Les facteurs de production, ce sont des ressources qui permettent la production et donc la croissance économique. Ce sont les déterminants même de la croissance. Vous avez l'entrepreneurship ou l'entrepreneuriat. L'entrepreneurship qu'on symbolise par grand E, qui est une forme de savoir-faire, de ressources effectivement humaines, de compétences de tenue quant à la gouvernance, quant à la gestion optimale effectivement des organisations. Vous avez un autre facteur très important, c'est le progrès technologique. Le progrès technologique qui souvent est incrusté dans le facteur capital comme dans le facteur travail et qui va les rendre plus performants, qui va bonifier leur performance. Ça fait que si un pays a une petite population, la façon de compenser la taille de la population lilliputienne est d'aller évidemment incruster, d'aller fortement former sa population tout en évidemment à l'accompagnant du progrès technologique. Ils seront beaucoup plus performants même que des pays qui sont effectivement plus peuplés. Donc ça, c'est côté ressources. Côté besoins, l'homme éprouve des besoins qui sont illimités, qui sont nombreux. Vous avez le besoin de se loger, le besoin de se vêtir. Surtout au Canada, il fait froid, vous avez besoin de bien vous vêtir. Le besoin de se nourrir, il faut se nourrir. Ouais. Le besoin de s'éduquer, le besoin de s'éduquer, le besoin de se déplacer, le transport, se déplacer, le transport. Vous voyez, le besoin de se divertir, le loisir. Vous voyez, les besoins sont énormes. La liste n'est pas exhaustive. Il y en a énormément de besoins. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est le gros problème de l'économique à la base. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas, évidemment, les notions d'économe ou qui n'a pas pris ses cours d'économie, il peut allouer ces ressources-là, allouer veut dire répartir, il peut les allouer au départ de manière irrationnelle, c'est-à-dire en faisant de mauvais choix. Bien, pour faire concrètement, pour bien faire comprendre la chose, je vais vous prendre le cas d'un étudiant du Cégep du Limoilou ou de l'université où j'enseigne à l'UQAR. Je vais effacer cela pour récupérer le tableau blanc parce que j'aurai besoin effectivement de, du tableau blanc pour expliquer mieux pour arriver mieux à la définition de l'économique à partir effectivement de ce problème fondamental de la rareté des ressources et notamment de l'inadéquation entre les ressources qui sont limitées d'un bord et les recettes de l'autre bord. Et les besoins, pardon, qui sont, eux, illimités de l'autre bord. Donc, je vais prendre le cas d'un étudiant. Un étudiant, bon, moi, je suis québécois, je suis canadien, je vis au Québec, je vis au Canada, à Québec notamment. Donc, je vais beaucoup plus prendre des exemples, effectivement, de ma ville que j'adore, le Québec, où j'habite, depuis maintenant plus de 15 ans que je vis ici et que j'enseigne effectivement ici. Donc, je prends le cas d'un étudiant de l'université qui travaille à temps partiel, évidemment, qui travaille à Desjardins. Desjardins étant une caisse populaire, une espèce d'institution financière. Donc, notre étudiant euh, euh, perçoit, travaille à temps partiel, 20 heures, et perçoit un revenu, donc une ressource financière. J'ai parlé tantôt du capital financier, mais c'est un tout petit peu comme. Donc, la ressource financière qu'il perçoit, elle est limitée. Je vais mettre la barre en haut en économie pour pouvoir évidemment symboliser le concept de limitation. On met une barre, un peu comme un plafond de verre. Je mets la barre où c'est pas ça le bon, le bon,
C'est plutôt celui-là. Je mets la barre en haut. Voilà. La barre veut dire la limite. Vous ne pouvez pas aller au-delà. La limitation, la rareté en question, c'est comme ça qu'on symbolise ça en économie. Donc, lui, il gagne 2000 $. 2000 $ par mois. OK? Il gagne 2000 $. Et au niveau des besoins, il doit se loger. Je signale comme postulat que l'étudiant n'a pas encore fait de cours d'économie. Donc, il est encore assez rationnel dans l'allocation, dans la répartition de ses ressources limitées de ces 2000 $. Donc, notre étudiant, il doit se loger. Premier besoin à satisfaire, le logement. Il est rationnel. Au lieu de prendre un logement près de son université, il va le prendre à 30 km, 20 km. Il est encore irrationnel. Et au lieu de prendre un petit logement, il va prendre effectivement un 6,5. Un 6,5. Donc, au lieu de prendre un studio, une chambre, un petit salon, une douche, il prend un 6,5, c'est-à-dire à peu près 4 chambres. Il est irrationnel. Et là, je caricature là. Et là, il paye au bas mot 1000 $. 1000 $ tout compris. OK? Bien. Deuxième besoin à satisfaire, notre étudiant doit effectivement se nourrir. Donc, deuxième besoin, alimentation. Mais notre étudiant, il ne fait pas comme son prof d'économie qui s'alimente à Maxi. Il va plutôt, je n'ai rien contre IGA, contre Métro, qui sont pas mal relativement plus chers que Maxi en termes de pouvoir d'achat. Vous prenez un même revenu, vous allez acheter les mêmes produits à IGA versus Maxi, vous voyez que le pouvoir d'achat sera pas mal plus élevé à Maxi. Mais lui, c'est pas ça, il va plutôt à IGA, il va plutôt à Métro, et je m'excuse par avance. C'est pas pour faire de la bonne pub sur Maxi, et inversement, c'est simplement pour les besoins, effectivement, de cours. Et à Métro ou à Loblaws, j'en sais rien, plutôt à Métro ou à IGA, le budget alimentaire lui revient à 800 $. Bien. Troisième besoin à satisfaire, l'habillement. L'habillement. Mais notre étudiant, là, au lieu de s'habiller comme le prof, quand le prof était étudiant au Gabon, le prof, il n'avait que deux chandails, deux pantalons d'une et une paire de baskets. Il tournait comme ça à l'année. La bourse que le prof avait, il investissait parce que le prof avait commencé effectivement à investir. Mais le coût d'option de l'investissement, c'est la baisse effectivement du niveau de vie d'aujourd'hui, la baisse de la consommation présente, mais pour une meilleure consommation future, parce que à toute chose qu'on fera, il y aura un coût à supporter. Et après, le retour sur investissement arrivera. Donc, l'étudiant lui dit non, il ne veut pas s'habiller comme quand le prof était jeune, quand il était étudiant, il veut s'habiller comme les avocats, comme les financiers, comme les profs d'université, et il va à Mons. Et à Mons, là-bas, le budget pour l'habillement, alors on va être gentil avec lui, il va consacrer 500 $ par mois pour l'habillement en Mons. Bien, notre étudiant là, il doit se déplacer, le transport. Sauf que notre étudiant, il est irrationnel. Il ne veut pas prendre le pass auto qui coûte à peu près 156 $ la session. Lui, il dit non, il veut effectivement paraître un grand quelqu'un lorsqu'il arrive. Il va à Enterprise. Enterprise, c'est une société de location de voitures. Il loue sa voiture à Enterprise et à Enterprise, on va être gentil avec lui, 50 $ par jour. Il a 5 cours, 5 jours, il doit venir, 4 jours, il doit venir au cégep, 50 $ par jour, ça lui fait 400 $ qu'il doit payer. Ça, c'est par semaine. Là, je dois même rectifier. Par semaine, fois 500 $ par semaine, fois 4, ça lui fait 2000 $ de budget effectivement éducatif, de budget plutôt de déplacement qu'il doit payer. Ça lui fait 2000 $. Je signale que notre étudiant n'a pas encore fait de cours d'économie, d'initiation, d'introduction à l'économie. Il fait donc des choix irrationnels encore. Bien, notre étudiant là, il doit également se divertir. Il est jeune, il est plein effectivement d'énergie. Au lieu de passer son temps à étudier parce qu'il est encore jeune et qu'il a encore la force d'étudier, mais lui, il se dit qu'il doit s'amuser. Et à chaque samedi, il doit aller au Bogart ou encore, non, le Bogart est déjà fermé à Québec. Il doit aller, on va prendre Archibald.
ou encore le Dagobert, mais beaucoup plus Archibald. Et à chaque samedi, il va avec les chums, c'est-à-dire les amis, les blondes et compagnie, et il doit brûler à chaque samedi 1000 $. Donc, 1000 $, il va 4 fois dans le mois, ça fait 4000 $. Donc, on va mettre le loisir, le loisir, le loisir, 4000 $. On va s'arrêter là. Les besoins sont illimités. On ne va pas tous les finir là, de les lister, c'est énorme. Donc, on fait le coût de son train de vie, 1000, 1800, 2300, 5000, 2300, 4300, 4300, ça lui fait 9300 au niveau du coût de vie, du coût de son train de vie. À 1800, 2300, 4300, plus 4000, 4300 plus 4000, ça fait 8300, pas 9000. Ça fait 8300. Bien. Or, au niveau de ces revenus qui sont limités, il ne gagne que 2000 $. Ben, vous voyez bien qu'il y a un gap. Si on fait le solde, on voit bien que ses revenus sont inférieurs à ses dépenses. Alors, si notre étudiant est un bon citoyen, ben, il va pouvoir maintenir et qu'il tient absolument à son train de vie, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, il va devoir s'endetter pour pouvoir effectivement maintenir son train de vie. L'endettement de notre étudiant ici sera de combien? Ben, l'endettement sera de 8300 moins 2000. Il va partir avec un endettement de 6300 par mois. Vous voyez? Donc, ramener ça à l'année, déjà 6300 fois 10, ça fait 63 000. 63 000 plus à peu près 12 600, ça fait à peu près 75 900. Donc, à l'année, il a une dette à peu près de 75 900 $ à 18 ans. Il commence dans la vie avec une dette de 75 900 $. Si c'est par année, si c'est un bon citoyen. Autrement, si c'est un mauvais citoyen, c'est clair que pour maintenir son train de vie, il va devoir aller vendre la drogue dans la rue, entrer dans la criminalité. Vous voyez, c'est là où l'économique va intervenir. Et là, il va entrer au cégep ou à l'université, il va faire son cours d'initiation à l'économique. Et là, l'économique intervient, il a fait les 2, 3 premiers cours et l'économique lui a appris que l'allocation, la répartition des ressources qui sont limitées doit être rationnelle en faisant des choix judicieux. Elle doit être rationnelle dans la quête de la maximisation de son bien-être. L'économique lui dira, hé, gars, regarde, sincèrement, aller habiter à la Pointe de Sainte-Foy alors que ton cégep est à Québec, à Limoilou, est-ce que tu ne trouves pas ça irrationnel? Ça n'a pas de bon sens. Va plutôt chercher un studio à côté de ton cégep. Et au lieu d'aller prendre un 6,5, tu prendrais plutôt un 1,5. Et là, notre étudiant, au lieu du 6,5 au départ qu'il a pris ou du 5,5, il va prendre un studio. Il va prendre un studio. Ah, je crois que j'ai il va prendre un studio. Au lieu de payer 1000 $, il peut trouver un studio à 300 $ s'il négocie fort. L'alimentation, au lieu d'aller à IGA, à Métro, ben, il va aller à Maxi comme le prof, parce que le prof, moi, je fais mes courses à Maxi, à Super C, éventuellement à Walmart. Et là, peut-être le budget, lui, va descendre à 500 $. L'habillement, le cours d'économique lui dira, hé, gars, regarde, tu n'as pas besoin de t'habiller comme un avocat, comme un financier ou un prof d'université. Tu vas à Walmart, les jeans, à Walmart, les pantalons jeans, tu en achètes deux. À Walmart, un pantalon jean est à 15 $ fois 2, ça fait 30 $. Tu prends deux chandails, 15 $, 15 $, 30 $. Tu prends une paire de baskets, 25 $. Ça te fait 60 plus 25, ça te fait 85 $. Regarde. Et là, c'est 85 $ par année, là. C'est par année. Et si on ramène au mois, c'est moins de 8 $, là. Mais gardons ça comme ça, 85 $. Alors, l'économie te dira, regarde, le fait de prendre ta maison, ton studio à côté de ton école, regarde, tu as pris le studio à 100 mètres.
tu vas marcher de l'école à la maison, de la maison à l'école, sans mettre en plus un bon capital de santé que tu vas régénérer, que tu vas effectivement accumuler. Et surtout, au niveau financier, tu fais une économie de 2000 $ que tu gaspillais à Enterprise en allant louer les voitures. Le loisir, l'économique lui dira, hé, gars, regarde, à quoi ça te sert d'aller à tous les samedis à Archibald, à Dagobert, alors que effectivement cet argent, tu peux mieux l'allouer ailleurs. Si évidemment tu veux tomber des blondes, ce n'est pas en allant à Archibald à chaque samedi avec une nouvelle blonde dans l'état actuel des maladies sexuellement transmissibles. L'économique lui dira même, regarde, trouve-toi une seule et même blonde avec qui tu vas grandir, elle deviendra docteur en médecine, toi tu deviens docteur en finance, vous aurez une belle famille. Si tu veux sortir avec ta blonde, regarde, il y a A et W, tu vas à A et W, un bon trio, Big Mac, frites et puis soda, ça fait l'affaire. Vous allez 2 fois à A et W, une fois, vous deux, ça vous fait 50 $, 2 fois, ben, ça vous fait 100 $ par mois. Et là, au lieu de dépenser 8300, vous voyez, le coût le coût de ton train de vie serait de 300 plus 500, ça fait 800 plus 85, ça fait 885 plus 100, ça fait 985. Grosso modo, regarde, ton train de vie te coûterait 900 $. Et donc, au lieu de dégager un endettement et de commencer comme débiteur dans ta vie, tu vas plutôt dégager une épargne, puisque ton revenu de 2000 $ sera nettement supérieur à ta dépense de 900 $. Tu vas dégager ce qu'on appelle une épargne. Une épargne de combien? On va arrondir à 1000, on a dit 985, hein, je crois, 300, 800, oui, à 985, 985 ici, OK. On va arrondir ça à 1000 $. Donc, on fera 2000 moins 1000 $ et là, notre étudiant dégagerait une épargne de 1000 $. 1000 $ par mois, au bout de 12 mois, ça fait 12 000 $, n'est-ce pas? 12 000 $ sur 2 ans, 24 000 $. Là, je n'intègre pas les intérêts parce que là, ça peut aller un peu plus loin. 24 000 $ d'épargne, c'est déjà une bonne mise de fonds dans l'achat d'un immeuble à revenu avec 25 000 $, avec 20 000 $, non, 24 000 $, puisque 12 000 fois 2, ça fait 24 000. C'est déjà une mise de fonds dans un immeuble à revenu. Là, quand même, c'était surtout avant l'inflation, parce qu'il y avait des immeubles à revenu, vous pouviez les trouver à 60 000, 80 000 $. J'en ai vu, j'en ai vu. Donc, vous voyez que l'économie, par cet exemple-là, on va donc la définir comme étant l'étude de la location optimale. Allouer veut dire répartir. De la location optimale des ressources rares entre des besoins illimités en faisant des choix judicieux, rationnels, sous guidage d'incitatifs. Au fond, l'économie, c'est la science humaine, c'est l'étude, c'est la science humaine qui étudie comment les agents économiques vont évidemment répartir des ressources qui sont limitées, qui sont rares parce que limitées, entre des besoins illimités, sous guidage effectivement d'incitatifs, en faisant des choix qui se veulent effectivement rationnels. Voilà comment on peut définir l'économie à partir de cet exemple bien concret, malgré effectivement le fait que j'écrive avec la technologie Wacom, c'est pas aussi évident que ça, mais j'explique en même temps, vous comprenez. Donc, voilà comment on peut définir effectivement l'économique. C'est une étude qui va montrer comment les agents vont faire des choix judicieux pour allouer leurs ressources limitées afin de satisfaire des besoins illimités et donc trouver un fit entre les deux au travers des choix effectivement rationnels, au travers des choix effectivement rationnels. Bien, comme agent économique, nous sommes vraiment dans les bases de l'économie, hein. Comme agent économique, on va généralement en distinguer 4. Je vais effacer à nouveau pour pouvoir avoir le tableau blanc. Comme agent économique, on va en distinguer globalement 4. C'est les 4 principaux agents. Le premier agent, c'est l'agent ménage ou consommateur.
l'agent ménage au consommateur et on va identifier ces agents-là selon leur fonction principale, économiquement parlant, selon leur fonction principale économique, effectivement ici. Donc, l'agent ménage, on va y aller. L'agent ménage, sa fonction principale, on l'appelle aussi l'agent consommateur, hein? L'agent ménage ou consommateur, sa fonction principale, c'est de consommer. Et on va la représenter par grand C. L'agent ménage par grand C. Donc, la fonction objective d'un ménage, c'est de maximiser son utilité. L'utilité en économie, c'est la satisfaction. Si je mange un bon plat dans un restaurant et que je fais, c'est ça qu'on appelle l'utilité. C'est simplement ça. C'est évidemment la satisfaction que je retire de la consommation d'un bien. Si je roule une belle voiture pour les gens qui aiment les belles voitures et que, évidemment, je sifflote à l'intérieur, je suis évidemment au nirvana, ça c'est la satisfaction, c'est l'utilité. Donc, le ménage, c'est pareil pour les gens qui adorent voyager parce que chacun a ses goûts, chacun a ses préférences en économie. Donc, on va généralement consommer plus du bien qu'on préfère dans la vie. Donc, c'est comme ça. Donc, cet agent ménage-là, il va chercher à maximiser cette utilité-là en achetant des biens et services qu'il va consommer. Le bien X, le bien Y, le bien Z, etc. Sous la contrainte, évidemment, du revenu disponible qui est limité, qui tombe à son compte à chaque 2 semaines. Nous, ici au Canada, nous sommes payés aux 2 semaines. Donc, ton revenu tombe défalqué de l'impôt, défalqué des cotisations sociales et compagnie. C'est ça qu'on appelle le revenu disponible. Sous la contrainte de ce revenu disponible et des prix des biens qui s'imposent aux acheteurs, parce que les biens, vous ne pouvez pas les voler, sinon c'est la prison. Donc, vous êtes contraint de satisfaire votre utilité, votre bien-être sous la contrainte du revenu que vous gagnez, qui est limité, et des prix des biens qui s'imposent à vous. Ces prix sont d'autant plus faibles que le marché est très concurrentiel. C'est pour ça que le marché est la meilleure forme d'allocation, évidemment, des ressources. Parce que c'est dans le marché concurrentiel, j'allais dire, qu'on peut aller avoir le panier le plus costaud et dont le pouvoir d'achat le plus élevé. OK? Bien, le deuxième agent qu'on étudie en économie, c'est l'agent entreprise. L'agent entreprise. L'entreprise, là, sa fonction principale en économie, c'est d'investir. D'où la représentation de l'agent entreprise par grand I. Ça veut dire investissement. L'entreprise, on l'appelle aussi le producteur. C'est l'agent producteur. Produit des biens et services. C'est elle qui produit ou lui qui produit des biens et services. Sa fonction principale, c'est donc d'investir. OK? Bien. L'entreprise ici va poursuivre une fonction objectif qui est, elle, de maximiser le profit. Le profit, je le symbolise par pi, depuis l'université Omar Bongo au Gabon. Donc, ce profit-là, la formule mathématique, c'est toujours de différencier la recette totale et le coût total. Donc, si l'entreprise est capable, elle peut aller chercher à maximiser la recette totale tout en minimisant le coût. Alors, si on développe effectivement cette formule, la recette totale, on va l'exprimer sous la forme du prix du marché multiplié par la quantité optimale. Une entreprise ne doit pas produire n'importe quelle quantité de biens, mais une quantité optimale. Nous sommes en économique, nous sommes dans l'efficacité allocative des ressources. Donc, on cherche à avoir la quantité la meilleure tout en minimisant au maximum le coût dans l'efficacité économique et l'efficacité allocative. Si vous pouvez le faire, vous allez maximiser votre profit et donc atteindre votre fonction objectif. Donc, du côté du coût, le coût est égal au coût moyen multiplié par la quantité optimale. Donc, si je mets en facteur la quantité optimale, ben, cette quantité optimale, je la mets en facteur, ben, c'est égal, le profit maximisé est égal au prix du bien sur le marché, moins évidemment le coût moyen. Je vais revenir plus tard quand on attaquera le chapitre sur effectivement les coûts de l'entreprise. Donc, le prix du marché, il faut faire attention, ce n'est pas n'importe quel prix. C'est selon la structure du marché. Si vous êtes un marché concurrentiel parfait, le prix va s'imposer à vous. Si vous êtes un marché monopolistique, c'est vous qui allez imposer le prix. Vous voyez? Mais ça, je vais revenir plus en détail
beaucoup plus tard parce que là, c'est des cours, c'est le chapitre effectivement d'initiation. Donc, l'entreprise va chercher à maximiser son profit là sous multiples contraintes, sous la contrainte technologique. Elle va choisir une fonction de production donnée, grand Q, qui dépend des facteurs de production, on les a vus tantôt, et donc la fonction la plus simple qu'on peut appliquer peut être celle-là. Vous avez aussi des fonctions de production un peu plus compliquées, les Cobb Douglas et compagnie. Donc, elle va produire quoi? Une quantité de biens et services, OK, pour sortir à partir des facteurs de production qu'elle combine. Un exemple terre à terre, si je suis une boulangerie, si je voudrais faire des pains, pour faire des pains, je dois acheter des fours. Je dois acheter effectivement des comptoirs. C'est le facteur capital ici. Voyez, je dois acheter des voitures pour livrer. Je suis une boulangerie. Je dois également embaucher du personnel. Mon personnel qui va faire le pain, préparer le pain, l'autre qui va vendre. Et donc, les facteurs, c'est quoi? C'est le facteur capital, le facteur travail. Et donc, ça me donne par jour, par exemple, 1000 pains que je vais vendre à un prix donné et à une quantité optimale donnée selon l'environnement mésoéconomique, selon le marché dans lequel j'évolue. Il faut faire attention, il faut tenir compte toujours de l'environnement. Bien, le troisième agent économique qu'on va étudier, je vais effacer tout ça parce que j'ai besoin du tableau blanc. Le troisième agent économique qu'on étudie généralement, là, ce sont vraiment les bases. Dans ce chapitre-là, le troisième agent sera le gouvernement, l'État ou le gouvernement. L'État ou le gouvernement. Ici, on va beaucoup plus insister sur les fonctions, sur les dépenses de fonctionnement du gouvernement. On ne va pas trop aller attaquer les dépenses d'investissement parce que le gouvernement investit aussi. Mais nous raisonnons ici en termes de, 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 de fonctions représentatives, en termes de fonctions représentatives. Donc, le gouvernement, sa fonction principale, le troisième agent, le gouvernement, sa fonction principale, c'est de faire les dépenses publiques. Là, j'insiste sur les dépenses, évidemment, de fonctionnement, les dépenses courantes. Mais on sait que le gouvernement investit aussi, mais les dépenses d'immobilisation, c'est IG. C'est IG. Là, ça rentrerait dans le grand I parce que le gouvernement aussi investit. OK? Donc, il va chercher comme fonction objectif à maximiser le bien-être de la population, le bien-être collectif. OK? Sous la contrainte, évidemment, du budget. Sous la contrainte du budget. Le budget, c'est-à-dire le solde budgétaire, n'étant que la différence entre les recettes nettes de paiement de transfert et les dépenses de fonctionnement. Donc, si je dissèque TN, TN devient AT moins TR moins G. T, c'est les recettes, les impôts, les taxes, tout ça. TR, ce sont les paiements de transfert, les aides que le gouvernement accorde aux ménages, etc. Et puis, G, les dépenses de fonctionnement. Donc, la fonction objectif d'un gouvernement qui est responsable, qui a évidemment entre ses mains le bien-être de ses populations, parce qu'un gouvernement est comme un papa de famille, c'est comme une maman de famille. Aucun papa de famille ne doit vouloir le mal de ses enfants. Chaque père, chaque mère de famille veut que ses enfants vivent bien. C'est ça le rôle d'un gouvernement. C'est ce que les dictatures en Afrique ne comprennent pas, que le peuple, c'est comme ses enfants, et surtout c'est avec l'argent du peuple. C'est avec l'argent du peuple. Le budget, là, c'est les impôts, c'est les taxes, les redevances, tout ça. C'est l'argent du peuple avec lequel on doit aller maximiser le bien-être de ce peuple et pas le maltraiter, comme je le vois effectivement dans beaucoup de pays dictatoriaux où effectivement les droits élémentaires fondamentaux, les droits fondamentaux humains sont bafoués. La santé, l'éducation, le logement, il n'y a rien pour le peuple. Alors que le pays est riche, mais le peuple est pauvre. Vous voyez? Donc, le but d'un gouvernement, c'est ça. Le dernier agent qu'on va souvent étudier en économie, je vais effacer le gouvernement, c'est le reste du monde. Le reste du monde, ce sont nos partenaires économiques, financiers, commerciaux. Pour nous, le Canada, là, notre principal partenaire avec qui nous sommes pognés dans le même coin du monde, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis.
avec les États-Unis, nous entretenons évidemment, donc je mets ici le dernier agent, le reste du monde, RDM, reste du monde. On entretient des relations d'export. Les exports, c'est quoi? C'est des biens qui sont produits localement, mais vendus à l'extérieur. Le bel exemple, c'est l'hydroélectricité avec Hydro-Québec ou encore le bois d'œuvre qu'on vend aux États-Unis. Mais non, comme on ne peut pas tout produire, il y a des biens qu'on achète de l'extérieur. Par exemple, la banane douce, la banane plantain que l'on peut acheter du Gabon, du Cameroun, de la Martinique, parce que nous n'avons pas des conditions pédoclimatiques optimales pour ce genre de produits tropicaux. Donc, ça, on appelle ça les importations, IM. Le solde des deux, la différence des deux, on appelle ça les exportations nettes, XN, qui est égal à EX moins IM, une espèce au fond de balance commerciale ou de balance courante. Voilà ici, évidemment, les agents économiques qu'on étudie et dont on doit aller regarder comment ils vont allouer de façon efficace les ressources rares entre des besoins illimités. On a montré comment l'agent ménage le faisait sous certaines contraintes. OK? On a montré comment il le faisait. Donc, pour le troisième point de notre présentation d'aujourd'hui, on va voir qu'il renvoie évidemment au fameux concept du coût d'option. Donc, on a vu tantôt que ça cause de l'inadéquation entre les ressources qui sont limitées et ou rares et les besoins illimités que, évidemment, les agents économiques doivent faire des choix qui se veulent être rationnels, qui se veulent être judicieux. Veut pas, parce que les ressources sont limitées. Les besoins, eux, ils sont illimités. Donc, veut pas, vous devez faire des choix pour pouvoir fitter, c'est-à-dire faire correspondre, créer une bonne adéquation entre les deux. Sinon, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas capable de le faire, ben alors, si vous êtes un bon citoyen, vous allez commencer à vous endetter. Vous avez vu le jeune étudiant là qui commence à s'endetter à hauteur, je ne sais pas moi, de 5 000 $ par mois et de 60 000 $ par année. Mais en 5 ans, il a 300 000 $ de dette. À son âge, donc, à 23 ans, il sera endetté de 300 000 $. Et quand ça en viendra, évidemment, l'exigibilité du remboursement de la dette, le stress financier, les problèmes, le suicide et compagnie, vous voyez que c'est ce qu'on veut prévenir en faisant faire des cours d'économie dès le bas âge aux enfants pour qu'ils adoptent de bons comportements. Les ressources sont limitées. Toutes les ressources sont limitées. Il faut donc faire des choix judicieux. Et même les ressources sentimentales, on ne peut pas les allouer à toutes les femmes du monde, à toutes les blondes du monde, parce qu'on n'en a pas les ressources suffisantes pour ça. Il faut donc faire le choix d'une seule et même femme. Parce que si vous voulez les allouer à toutes les femmes du monde, ben là, vous cherchez votre mort beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas que l'argent, la ressource rare, il n'y a pas que le temps. Vous voyez? L'énergie, plus on vieillit, plus on en perd. Et donc, moins on en aura, mieux il faut, mieux on doit la louer à des choses qui sont essentielles et plus à des futilités. C'est ça, effectivement, le problème de l'économie. Mais comme je vous l'ai dit, à cause des besoins illimités, on va faire des choix. Et aussi des ressources limitées, on va faire des choix. Mais choisir un besoin à satisfaire, c'est renoncer à un autre besoin. Veut pas. Je vous l'ai dit au début, le coût d'option, il est omniprésent. Or, c'est ce qu'on appelle le coût d'option. Le fait de choisir un bien acheté pour satisfaire un besoin à ressources limitées, c'est renoncer à un autre bien et donc à un autre besoin à satisfaire. Et là, vous êtes confronté à ce qu'on appelle le coût d'option, au concept du coût d'option. Je prends un exemple terre à terre. Si j'ai par exemple $1, j'ai soif, OK? J'ai soif, j'ai beaucoup plus soif que faim. J'ai soif. Si j'achète avec $1 une bouteille ou une canette de coca ou une canette d'eau, mon $1 part dans la canette d'eau, j'en aurai plus pour acheter une barre céréalière. Vous voyez? C'est ça. J'ai alloué mon dollar dans l'eau, la bouteille ou la canette, j'en ai plus pour la barre de céréales.
Le coût d'option d'acheter une canette d'eau, c'est de renoncer à une barre de céréales. Donc, vous serez confronté en permanence, effectivement, à ce problème du coût d'option. Mais ce n'est pas ça qui doit vous faire peur. Ce n'est pas ça qui doit vous faire peur, parce que les coûts d'option sont omniprésents. Si je suis devenu économiste, c'est que j'ai renoncé à être informaticien, par exemple. Parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Être économiste, éboueur, informaticien, médecin, pilote de ligne, voilà. Non, vous cherchez votre mort. Vous devez vous mettre à un endroit où vous serez le meilleur, le mieux placé, où effectivement, à l'aune de la théorie de l'avantage comparatif, naturel ou pas naturel, vous allez être le plus efficace. Donc, les ressources sont limitées. Et ces ressources limitées, face à des besoins limités, cette situation nous met devant, évidemment, le fameux concept du coût d'option que nous allons subir en permanence. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas ça qui doit vous faire peur. Vous allez toujours choisir l'option. Vous allez toujours choisir un bien à acheter, toujours choisir une option à réaliser. Le coût d'option, c'est ce à quoi on renonce quand on choisit quelque chose d'autre, à cause des ressources qui sont limitées et des besoins qui sont illimités. Donc, à chaque fois que vous allez engager une action, et donc à chaque fois que vous choisirez une option parmi une multitude d'options, vous devez toujours faire l'analyse coût-avantage. C'est très important. Parce que si cette analyse-là vous donne effectivement un résultat négatif, vous n'engagez pas l'acte. Vous ne choisissez pas cette option. Si ça vous donne évidemment un résultat positif, vous allez engager. Toujours comparer évidemment le gain attendu ou le gain lié à l'option au sacrifice, au coût à supporter. Parce qu'il y a toujours un coût. Vous ne pouvez pas aller voler des bouteilles d'eau ou aller... non, il faut l'acheter dans des états de droit forts. Ce qui manque à beaucoup, effectivement, de pays en Afrique, parce que ce n'est pas des États, effectivement, de droit fort. Ce n'est pas des États d'institutions fortes. Mais dans des États de droit fort, vous ne pouvez pas vous comporter n'importe comment. Vous voyez? Donc, pour engager un acte économique, vous devez toujours comparer le gain à retirer de l'acte, de l'option, au sacrifice à supporter. Le sacrifice, c'est le coût à supporter, à payer. Le gain, c'est l'avantage. Généralement, on va aller comparer le gain attendu, l'avantage attendu, au coût à supporter, au coût à payer. Vous n'allez rien avoir qui tombera du ciel. Il faut toujours supporter un coût. Après, il y aura le retour sur investissement. Donc, en économique, ce gain attendu-là, c'est lui qu'on symbolise par le concept d'avantage marginal. Et le coût à supporter, c'est lui qu'on symbolise par le concept du coût marginal. Je vais choisir une option, la meilleure, celle qui me donne la différence la plus grande entre l'avantage marginal et le coût marginal, ou celle qui me donne effectivement une situation de gains supérieurs au sacrifice, au coût, d'avantages supérieurs au coût, et notamment d'avantages marginal supérieur ou égal au coût marginal. Un exemple, pourquoi j'achèterais une bouteille d'eau si je n'ai pas soif? Pour que j'achète une bouteille d'eau, il faut d'abord que l'avantage marginal qui est dans ma tête, c'est-à-dire la satisfaction attendue, soit supérieur ou égal au coût à supporter. Si la bouteille coûte $1, si je n'ai pas soif, je n'achèterai pas la bouteille. Pourquoi je gaspillerais mon $1? J'achèterai la bouteille et je vais boire l'eau en question si l'avantage marginal que j'estime en utilant est donc à un prix maximal à payer, que je suis payé, que je suis disposé à payer pour avoir la bouteille d'eau, si ce prix maximal est plus élevé que le coût à payer, qui est généralement le prix effectif sur le marché, qui est le prix d'équilibre du marché. Voilà, ça c'est la règle en économie. On n'engage pas les actes n'importe comment. Pour aller faire une guerre, même pour faire une guerre, il faut d'abord être sûr de la gagner. Il faut que l'avantage attendu de cette guerre soit supérieur au coût financier, humain, matériel, tout ce que vous voulez. Vous voyez? C'est ça les notions très importantes, effectivement. Alors, ce coût d'option qui est omniprésent, que vous allez subir partout,
Parce que si vous avez épousé une certaine Nadège, c'est que vous avez renoncé au N-1 autre femme sur Terre, comme je l'ai dit. Si vous êtes devenu économiste, c'est que vous avez renoncé à être pilote de ligne, à être informaticien, etc. Physiquement, on est limité. Si je suis à Québec, là, physiquement, présentement, c'est que je ne peux pas être à Libreville, je ne peux pas être à Johannesburg au même moment. Ce n'est pas possible. Le faire, c'est devenir Dieu. Et si vous êtes Dieu, alors là, le problème de l'économique ne se présente plus à vous. Vous n'êtes plus confronté au problème de la rareté des ressources, puisque vous êtes illimité. Or, il n'y a personne qui est comme ça sur Terre. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a. Le choix d'être à Québec, c'est de renoncer à être à Paris, à être à Libreville, à être à Bombay, parce que je ne peux pas être 10, 20, 30 Jack Okwe. Je ne peux pas. J'ai fait le choix d'être à Beauport, à Québec. Je renonce donc d'être à Libreville, d'être à Johannesburg, d'être à Paris, d'être à Londres, d'être à Bombay ou d'être à Karachi, au Pakistan, à cause du problème de la rareté des ressources. Mais pourquoi je choisis d'être à Québec et pas à Karachi? Mais parce que j'ai fait mon analyse pour bénéfice, pour avantage. J'ai vu que être à Québec m'a donné une vanne, un bénéfice net beaucoup plus élevé que être à Karachi, par exemple. J'ai listé les coûts, j'ai listé les gains, j'ai vu que le solde était pas mal plus élevé être effectivement à Québec. Donc, ce coût d'option, on le symbolise également comme un coût implicite. C'est un coût implicite qui ne donne pas véritablement lieu à un décaissement d'argent. Et c'est ce coût implicite qui fait que le coût économique est toujours plus élevé que le coût comptable. Parce que le coût économique que je vais symboliser, le coût économique, il est égal toujours et toujours au coût comptable, qui est un coût explicite. Il est égal au coût comptable, qui est un coût explicite, plus le coût d'option, qui lui est un coût implicite. Le coût d'option ou implicite. Il ne donne pas lieu à un décaissement d'argent, mais on le subit sans le savoir. On le subit. C'est ce qui fait que les coûts économiques sont généralement plus élevés que les coûts comptables. Le comptable, il ne raisonne qu'en termes d'entrée-sortie d'argent. Mais l'économiste, lui, regarde le coût explicite ou comptable, mais il regarde aussi le coût d'option. Ce à quoi il renonce pour obtenir un bien, un service ou pour avoir choisi une autre option. Le fait que vous ayez épousé une seule femme au nom de Liliane, j'en sais rien, c'est que vous avez renoncé au N-1 autre femme. Il y a un coût d'option. Le fait que vous soyez devenu uniquement pilote de ligne, c'est que vous avez renoncé à être évidemment éboueur. C'est des coûts d'option. Il y en a partout. Et nous, on va les calculer en économique. On va les calculer pour déterminer le coût effectivement économique. Bien, on va finir parce que la technologie Zoom ne me donne que 40 minutes à peu près. On va finir avec évidemment les deux grands champs de l'économie qui sont la microéconomie et la macroéconomie. Bien, la microéconomie, on a déjà vu un bon bout. La microéconomie, c'est l'étude des comportements individuels des agents économiques. L'étude des comportements individuels des agents économiques. On les a vus tantôt. L'agent ménage, dont la fonction principale est de consommer sous la contrainte du revenu disponible et des prix des biens qui s'imposent à lui. L'agent entreprise, dont la fonction économique est d'investir, de produire. Il produit en achetant des facteurs de production, en les combinant, et ça donne des biens et services finaux qu'il va vendre sur le marché, évidemment, pour retirer généralement une recette plus élevée que les coûts et donc dégager un profit qu'il veut maximiser. L'agent gouvernement ou État qui veut maximiser le bien-être de sa population sous la contrainte effectivement du revenu qu'il a. Parce que le gouvernement, il ne ramasse pas l'argent à terre. C'est les argents des agents, évidemment, ménages, entreprises, etc., qui effectivement lui procurent des revenus publics à partir desquels, évidemment, faire dans les dépenses publiques et donc maximiser le bien-être de la population. Quand c'est un gouvernement responsable, qui respecte évidemment ses missions régaliennes et qui respecte son peuple, pas les gouvernements irresponsables comme beaucoup, comme il y en a beaucoup effectivement
dans beaucoup de coins du monde. Ce sont des gouvernements irresponsables. Ils ne sont pas dignes d'être là. Ils doivent être remplacés par le peuple, parce que c'est avec l'argent du peuple qu'ils doivent faire ce travail. Le reste du monde. Donc, première définition de la micro, étude des comportements individuels. J'ai étudié le ménage individuellement, consommation, OK. Le ménage, je l'ai étudié, fonction principale, consommation. J'ai étudié l'entreprise individuellement, investissement. J'ai étudié le gouvernement individuellement, dépenses publiques. Et j'ai étudié le reste du monde individuellement, exportation nette. Deuxième définition de la microéconomie, c'est l'étude de l'interaction des comportements des agents économiques. Et le lieu parfait où l'interaction se fait, c'est le marché. Le marché, le marché d'un bien quelconque. En général, en économie, on va représenter le marché comme ça, sous la forme d'un plein euclidien. OK? On va mettre en abscisse les quantités demandées et offertes, et en ordonnée, on va mettre les prix. Je signale qu'un marché en économie est étudié par rapport à un bien et un seul. Il n'y a pas du marché du pain et de la banane. Il n'y a pas du marché de la voiture et de la chemise. Non, il y a un marché du pain. Si je vais à Maxi, j'achète une baguette de pain, la même baguette de pain que je peux trouver à Super C ou à IGA ou à Walmart, c'est le marché du pain. Pareil pour la banane, c'est le marché de la banane. Donc, ici, vous avez l'ordonnée à l'origine, 0,0, OK. Bien, on va voir que la demande qui vient des ménages, parce que c'est eux qui commandent, qui consomment, pardon, qui demandent le bien, aura en général une allure comme ça. Je mets D, la demande. Elle vient des ménages, parce que les ménages, leur fonction principale, c'est de consommer. L'offre aura en général une allure comme ça. Elle vient des entreprises. On va expliquer pourquoi l'une et l'autre des deux courbes ont ces allures-là. Il y a tout un chapitre sur le marché qui s'en vient, OK? Et le point de contact ici, c'est là où l'interaction se fait. L'équilibre du marché donnera toujours lieu à deux variables d'équilibre, à savoir une quantité d'équilibre. Cette quantité d'équilibre, je la trouverai toujours mathématiquement en posant comme postulat que QD est égal à QO est égal à QE. Je dois poser cela comme postulat. On va traiter ce problème mathématiquement plus tard. Donc, dès que j'ai trouvé ma quantité d'équilibre, je vais aller la représenter dans les équations de demande inversée. Ce n'est pas moi qui les ai faites comme ça, c'est Alfred Marshall pour trouver évidemment le prix du bien sur le marché. Le marché, c'est toujours deux variables d'équilibre, une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. À chaque fois qu'on vous demandera de calculer l'équilibre du marché, vous allez faire ça comme ça. On va faire la démonstration mathématique plus tard lorsqu'on va arriver effectivement là-dessus. Bien, à partir de ce concept du marché, on peut voir toutes les politiques publiques. Vous savez, je suis également diplômé, je le dis sans voir la grossette, je suis diplômé en évaluation des politiques publiques. J'ai un MAP qui est l'équivalent d'un MBA en évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, on va faire surtout l'analyse d'impact des politiques publiques, les quotas, les subventions, les mécanismes de prix plafond, prix plancher, et on va voir comment ça va impacter sur les agents, comment ça irait impacter sur les surplus des agents économiques. Bien, vous voyez, le ménage là, ce point-là que vous voyez là, l'ordonnée à l'origine ici, on l'appelle le prix maximal, c'est lui qu'on appelle l'avantage marginal. Social parce qu'on est sur un marché concurrentiel où il y a une multitude d'acheteurs, ménages et une multitude de vendeurs entreprises. Donc, je vais marquer entre parenthèses ici S, avantage marginal social, qui renvoie à un prix maximal que le ménage est prêt à mettre, c'est-à-dire au prix que le ménage est disposé à mettre maximalement pour avoir une unité additionnelle d'un bien, pour avoir la première unité d'un bien. L'avantage marginal, c'est ça. C'est le supplément de satisfaction attendu par le ménage lorsque, effectivement, il va mettre le prix maximal pour avoir, évidemment, l'unité additionnelle qui va lui procurer cette satisfaction attendue. C'est pour ça que la courbe de demande, on va souvent l'assimiler à une courbe ou à une droite, dans le cas de l'espèce, d'avantage marginal social. Donc, ici,
c'est le prix maximal que le ménage, le consommateur, notamment le consommateur, est disposé à mettre, c'est un prix de réserve, pour acheter un bien dont il attend une utilité à la hauteur de ça, en termes d'utilon. Un exemple, si je voudrais acheter un pantalon jean et que j'attends de mon pantalon jean une satisfaction très élevée, vous ne serez pas dans moi pour évaluer ça, mais moi, je sais que je m'attends à être satisfait de ce pantalon jean. Bien, si j'estime que la satisfaction attendue vaut par exemple 200 $ pour acheter la première unité, une unité du pantalon jean, ben alors de chez moi, je partirai avec 200 $. C'est un prix subjectif, ce n'est pas le prix du marché, ce n'est pas le prix d'équilibre du marché, ce n'est pas un prix effectif déterminé par l'offre et la demande. Lui, c'est un prix que moi, je me fixe à moi, à la hauteur de l'utilité marginale, de l'utilité attendue. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va appeler surplus du consommateur? Le surplus du consommateur, ça va être toute la zone. Est-ce que je peux aller chercher des couleurs, je ne sais pas trop. Non, j'ai pas ça là. Je voulais aller chercher d'autres couleurs. Euh, Peut-être ici, non, pas du tout. Donc, ce qu'on appelle surplus du consommateur, c'est toute cette zone-là, c'est-à-dire la satisfaction que le consommateur va retirer, tout le triangle là. On reviendra plus tard dessus. Donc, quand on met des politiques publiques en place, c'est ça qui va être impacté. Ce qu'on appelle le surplus du producteur, c'est la zone en bas, tout le triangle en bas, la zone en bas. Lui, c'est égal ici, le point là, l'ordonnée à l'origine ici, on va l'appeler le coût marginal, c'est-à-dire le prix minimal de vente que le producteur est prêt à demander, à recevoir pour produire une unité additionnelle d'un bien. C'est ça qu'on appelle le coût marginal. OK? Donc, la différence entre le prix d'équilibre et le coût marginal multiplié par la quantité d'équilibre divisé par 2, c'est ça qu'on appelle le surplus du consommateur. Du producteur, pardon, pas du consommateur. Le consommateur, c'est en haut. On reviendra plus tard. Et donc, on verra que lorsqu'on met en place des politiques publiques, c'est sur cet équilibre du marché, et le marché est supposé être ici concurrentiel parfait, c'est-à-dire cet équilibre-là est supposé être un équilibre optimal. Parce que quand le marché est libre, quand il n'y a pas d'écueil, pas de prix plafond, prix plancher, pas de quota, pas de subvention, pas de taxes, rien, rien, quand les deux agents transigent à ce point-là, ben, ils maximisent leur fonction objectif. Donc, lorsque l'État va intervenir pour pouvoir venir vicier ça, ben là, il va nuire à l'efficacité allocative que l'on retrouve généralement en marché concurrentiel parfait. Mais on sait que la concurrence parfaite n'existe pas et que dans ce bas monde, on peut avoir une concurrence exacerbée, mais pas parfaite, et que donc, vous n'aurez jamais vraiment cette situation d'efficacité optimale des ressources parce que l'État interviendra toujours, parce qu'on aura les effets externes négatifs, comme la pollution, qui seront là, les coûts de transaction. Tout ça viendra vicier l'efficacité allocative. Pire, si vous avez un État trop interventionniste, il va nuire à l'efficacité allocative et donc à l'efficacité économique. Et donc, il va nuire à l'économie. Vous voyez, ça va être difficile d'aller chercher, évidemment, l'objectif d'équité si vous nuisez à l'efficacité économique. Parce que c'est un équilibre délicat. C'est un équilibre délicat. Donc, je vais revenir plus tard dessus. Donc, on va voir qu'il y a des politiques publiques qui vont effectivement modifier cet équilibre-là. Je peux prendre le cas d'une politique qui va, par exemple, modifier la coupe d'offres. Si la coupe d'offres, elle part comme ça, elle vient maintenant ici. On avait une offre 0 ici, maintenant une offre 1 ici. Vous voyez, l'équilibre se déplace, l'équilibre vient ici. Qui est avantagé, c'est le consommateur. Son bien-être augmente. Vous voyez, ça peut être le cas, par exemple, des subventions. Ça peut être le cas des subventions qu'on peut effectivement, en général, on les verse aux entreprises, mais c'est pour faire baisser le prix du bien en faveur des consommateurs. On va les voir plus tard, ces politiques-là. OK? Donc, la microéconomie, c'est aussi l'étude de l'influence des comportements des agents économiques par le gouvernement. Voilà les trois grandes définitions de la microéconomie.
Maintenant, on va voir la macroéconomie et on va finir par sa définition pour le cours du jour, pour les bases. Bien, la macroéconomie, c'est l'étude des comportements, des effets agrégés des comportements des agents économiques. La macro, la première définition, c'est que c'est l'étude des effets agrégés. En micro, j'ai étudié les comportements des agents individuellement pris. Ma macro, je vais prendre tous leurs comportements individuels ensemble. Je vais les prendre ensemble. Alors, ça fait que en macroéconomie, l'un des grands agrégats, les grandes variables économiques qu'on va étudier, c'est le PIB. Le PIB, on va l'étudier ici, optique, dépenses, demande agrégée. Le PIB réel, optique, demande agrégée. Agrégé veut dire sommet. Vous voyez, je vais additionner la consommation des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus les dépenses publiques, plus les exportations. Là, je suis en macroéconomie. J'étudie tous les comportements et leurs effets sur l'économie nationale et internationale. C'est ça la macroéconomie. OK? La macroéconomie, c'est aussi, et là c'est très important parce que quand on va voir la partie macroéconomique, qui s'en viendra beaucoup plus tard, mais on en verra un peu ici dans le cours d'initiation. La macroéconomie, c'est aussi l'étude de l'équilibre, du déséquilibre et du retour à l'équilibre. L'équilibre en question, c'est l'équilibre de plein emploi. On l'appelle l'équilibre optimal. On a l'équilibre optimal où j'ai raté ma deuxième ligne. Il faut que ça tombe pile poil. Ah non, c'est lui. Il faut que ça tombe pile poil. Ça passe pile poil ici. Voilà, je vais le faire comme ça. Aïe, 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 j'ai encore raté, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. On va garder comme ça. Donc ici, je vais mettre les quantités et demander du PIB réel. Je ne raisonne plus en termes de quantité et demander offerte du pain. La macro ici, j'étudie tous les marchés, et le pain, et le vêtement, et la sardine, tout ça pris ensemble, les biens et services. Donc ici, j'ai les quantités demandées offertes du PIB réel, et ici, au lieu d'avoir le prix du pain, j'ai maintenant ce qu'on appelle l'IPC, qui est le niveau moyen des prix. OK? Ce graphique-là, c'est la symbiose de l'équilibre de court terme. L'équilibre de court terme, c'est toujours en croisant la demande globale à l'offre globale de court terme avec l'équilibre de long terme. L'équilibre de long terme, c'est l'équilibre que je dois aller chercher. Donc, quand le court terme et le long terme tombent pile poil au même endroit, c'est ça qu'on appelle l'équilibre de plein emploi. Le plein emploi, c'est vraiment la pleine potentialité de l'économie qu'il faut aller chercher. C'est comme pour un étudiant d'aller chercher la note de 100% au Canada ou de 20 sur 20 au Gabon. Quand vous avez 20 sur 20, votre note effective est égale à votre note optimale. C'est la meilleure. C'est ça qu'on appelle le PIB de plein emploi. C'est lui qu'on appelle ici, je vais rallonger ce droite, c'est lui qu'on appelle l'offre globale de long terme. Ici, vous avez la demande globale, la somme de la consommation, de l'investissement, des dépenses publiques et des exportations nettes. Lui, c'est l'offre globale de court terme. L'équilibre là donne lieu à un PIB d'équilibre qui est égal à un PIB de plein emploi parce que je suis pile poil sur l'offre globale de long terme et à un niveau moyen de prix d'équilibre. Cet équilibre-là n'est pas une vue de l'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas du pelletage de nuages. Parce que cet équilibre, on peut l'atteindre. Pour l'atteindre, il y a souvent un concept qu'on va aller chercher au travers d'un carré, c'est-à-dire qu'il faut que le PIB réel soit égal à votre PIB de plein emploi ou de pleine utilisation des ressources productives. Mais comme c'est souvent difficile d'utiliser toute la terre, par exemple, parce que les ressources naturelles, on en découvrira souvent, encore plutôt, alors la variable qui nous permet d'aller regarder si on est en plein emploi, la première variable, c'est le taux de chômage. Il faut que le taux de chômage soit à son niveau naturel. Il faut que le taux de chômage soit à son niveau naturel. Au Canada,
le taux de chômage est au niveau naturel quand il est compris entre 5,5% de la population active et 6,5% de la population active. Moi, si j'avais à gérer un pays comme le Gabon, comme président du Gabon, je resserrerais la vis. Je exigerais que le taux de chômage naturel soit égal à un taux de chômage effectif, mais inférieur à 3% ou égal à 3%. Je ne me permettrai jamais un taux de chômage effectif plus de 3% par année de la population active. Voilà. C'est comme ça que moi, je gérerais, parce que je gérerais mon pays d'origine, ma population, comme mes enfants que j'aime. Alors, quand on aime son peuple, on met tous les moyens pour maximiser son bien-être collectif. Et ça passe aussi par la création d'emplois et donc par la baisse du chômage. Vous avez des indicateurs, des balises. Moi, j'irais exiger un taux inférieur ou égal à 3%. L'autre indicateur qu'on va souvent questionner pour savoir si on est en plein emploi, qui est l'état idéal, aller toujours chercher, c'est ce point-ci, c'est le taux d'inflation. Au Canada, pour que vous soyez à un taux d'inflation idéal, il doit être compris entre 1% et 3%. Et donc, aller chercher un taux cible ici, 1 plus 3, 4 divisé par 2, un taux cible de 2%. Mais moi, si j'avais un pays à gérer comme le Gabon, comme président, je resserrerais évidemment euh, euh, les vis en mettant ça entre les limites inférieures et supérieures de 1 à 2%. Et donc, la cible d'inflation serait pour moi de 1 plus 2, 3 divisé par 2, 1,5, serait de 1,5. Le dernier critère ici, souvent, c'est d'aller chercher un solde budgétaire égal à zéro. Mais moi, étant un économiste libéral, donc du centre droit, pas ultra-libéral, je ne suis pas un ultra-libéral, je crois également à l'État, mais je crois plus au marché qu'à l'État. C'est pour cela que pour moi, le PIB devrait être à 60% marché et à 40% État, avec évidemment des structures de marché concurrentielles, évidemment parfaites à aller créer un peu partout, sauf dans les secteurs de souveraineté. Donc moi ici, j'exigerais qu'à chaque année, le solde budgétaire soit excédentaire. On peut le faire. Si on peut le faire en tant qu'agent privé, on peut le faire en tant qu'agent étatique. Vous voyez? Donc, la macroéconomie, c'est l'étude de l'équilibre, l'équilibre optimal, optimum, de plein emploi. C'est l'étude du déséquilibre à cause des chocs, parce que cet équilibre-là, c'est l'exception. Cet équilibre idéal, c'est l'exception. La règle, c'est que l'économie viendra soit à gauche à cause des chocs négatifs qui vont la propulser vers la récession, donc vers le point zéro, en passant par une récession et donc le chômage élevé, la criminalité, puisque les gens vont chercher à survivre, la prostitution, voire même des soulèvements populaires, parce que quand l'économie connaît effectivement une chute, évolue comme ça, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour la stabilité sociopolitique. Vous voyez? Et puis les chocs positifs vont faire que cet équilibre qui est là viendra ici. Mais ces équilibres-là, lui ici et lui ici, ils ne sont pas bons comparativement à lui ici. Lui ici, oui, le niveau des prix est bas, l'IPC est bas, mais le taux de chômage est très élevé. Et là, vous avez la criminalité, la prostitution. Lui ici, le PIB réel est très élevé, c'est beau, c'est bien, le chômage est très faible, mais l'inflation est très élevée. Vous voyez, l'IPC est très haut, l'inflation est très élevée. Donc, vous devez tout faire pour ramener l'économie ici. C'est comme vous, quand vous tombez malade, vous ne vous dites pas, ah, c'est le fun d'être malade. Non, vous prenez de la médication pour vous ramener à l'état de bonne santé afin de repartir au travail, au sport, au cinéma, faire vos activités humaines. C'est pareil pour l'économie. La situation viable est celle du plein emploi. C'est celle qu'on est quand on est ici, pas ici. Ça, c'est un enfant un peu comme trop excité. Au Canada, on leur donne du Ritalin pour les calmer. Ici, c'est un enfant trop maladif. C'est pas bon non plus. Ça, c'est l'état viable. Et donc, on verra que pour partir d'ici à ici, ou pour partir de là à là, là, le gouvernement dispose des politiques économiques, budgétaires, monétaires. Au niveau budgétaire, les instruments, c'est les dépenses publiques. Je les augmente ou je les baisse selon la situation macroéconomique de sous-emploi ou de suremploi. Quand je suis en sous-emploi, j'augmente les dépenses publiques, je baisse les impôts. Quand je suis en suremploi ici, je baisse les dépenses publiques,
j'augmente les impôts. Ça, c'est la politique budgétaire conjoncturelle. Il y a aussi la structurelle, mais c'est surtout des politiques conjoncturelles. Quand je suis en plein emploi, je ne touche à rien. Je suis en bonne santé. On ne touche à rien quand on est en bonne santé. Sinon, vous allez chercher des problèmes. Est-ce que vous prenez de la Nivaquine, du Kinimax, du Tylenol quand vous êtes en bonne santé? Non. Il y a un problème si vous prenez de la médication. En bonne santé, on ne touche à rien. On attend qu'un choc, qu'une maladie ou un problème nous arrive. OK? La deuxième politique, c'est la politique, évidemment, monétaire, qui consiste à jouer avec le taux d'intérêt directeur et évidemment l'open market, achat ou vente de titres. Quand je suis en sous-emploi ici, je dois acheter les titres. Quand je dis je, ce n'est pas moi, c'est la Banque centrale qui va acheter des titres pour injecter de l'argent dans l'économie et donc pour alimenter la consommation, l'investissement, etc. Ou au niveau de l'open market, c'est ça, je dois acheter les titres. Mais si je suis ici, je dois vendre les titres. La Banque centrale doit vendre les titres. Elle doit céder les titres en pension. Ici, c'est la prise de titres en pension. Ben, ça, on verra ça quand on fera les politiques budgétaires et monétaires. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie. La semaine prochaine, on verra le marché. On va aller en profondeur un peu plus là-dedans. Et donc, j'espère vous avoir nombreux également. De toute façon, vous pouvez suivre le cours de manière synchrone comme de manière asynchrone, puisqu'après, je mets les vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez le temps de les suivre et de les resuivre à plusieurs reprises si effectivement la première fois n'est pas compris. Allez, je vous dis merci et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Merci, au revoir.